Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver tous les après-midi pour l'actualité internationale. Tout de suite, le sommaire. Au sommet de cette édition, au Nigeria, l'armée annonce la libération de 11 personnes enlevées depuis 3 mois. Au Mali, les autorités se lancent dans la production d'explosifs civils pour renforcer le secteur industriel. Et puis à Minneapolis, la présence d'agents fédéraux suscite un vif débat politique. À suivre le commentaire de l'analyste politique Agapit Napoléon Maforican. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonsoir. On démarre ce journal au Nigeria où les forces armées annoncent avoir secouru 11 otages lors d'une opération nocturne menée sur l'axe Kaduna-Abuja, mettant fin à 3 mois de captivité. Cette intervention vise à renforcer la sécurité sur ce axe routier régulièrement touché par les enlèvements. Suivons ensemble ce reportage. Au Nigeria, l'armée a déclaré avoir secouru 11 personnes dans la nuit de mardi à mercredi, le long de l'autoroute Kaduna-Abuja. Il s'agit de 5 hommes, 3 femmes. Le Mali, pays de l'AES, franchit un nouveau cap industriel en annonçant son engagement dans la production d'explosifs civils après l'acquisition d'une participation majoritaire dans une société spécialisée en articles pyrotechniques. Une initiative qui s'inscrit dans une volonté de souveraineté industrielle. Suivons ensemble ce reportage. Le Mali s'est engagé dans la production d'explosifs civils dans le cadre de la mise en œuvre des réformes engagées dans le secteur minier depuis l'adoption du... Le Fonds monétaire international FMI a donné son feu vert ce mercredi à la 6e et dernière revue de l'accord de faciliter l'élargissement de crédit accordé à la Zambie. Cette validation marque une étape clé dans le programme de soutien financier du pays. Suivons ensemble cet extrait. Le Fonds monétaire international a achevé mercredi le 6e et dernier examen de l'accord de facilité élargi de crédit pour la Zambie. L'institution ouvre ainsi la voie à un décaissement immédiat d'environ 190 millions de dollars. Ce pays d'Afrique australe avait conclu en 2022 un accord de financement de 1,3 milliard de dollars avec le FMI afin de soutenir son économie alors qu'il sortait d'un défaut de paiement sur sa dette, un montant ensuite porté à 1,7 milliard de dollars. Tous les critères de performance quantitatifs et les objectifs indicatifs fixés pour fin juin 2025 ont été atteints, à l'exception des indicatifs concernant les réserves internationales nettes et ceux relatifs au règlement des arriérés de paiement. À Londres, l'ouverture du procès de Diezani Alison Madueke, ancienne ministre nigériane du pétrole et première femme à la tête de l'OPEP, relance le débat sur la corruption au sommet. Les procureurs l'accusent d'avoir financé un train de vie luxueux grâce à des pots de vin. Suivons ensemble cet extrait.
L'ancienne présidente de l'OPEP a comparu mardi devant la cour royale de Southwark à Londres. Diezani Alison Madueke est accusée de multiples chefs d'accusation de corruption entre 2011 et 2015, alors qu'elle était ministre des Ressources pétrolières du Nigeria sous la présidence de Goodluck Jonathan. Elle est accusée d'avoir accepté des avantages financiers ou autres de la part de personnes liées au groupe Atlantic Energy et Spog Petrochemical. Selon l'accusation, ces deux sociétés ont obtenu des contrats avec la compagnie nigériane de pétrole ou ses filiales. L'ancienne ministre aurait également reçu 100 000 livres sterling, environ 137 000 $ en espèces, des voitures avec chauffeur, un vol en jet privé vers le Nigeria, des travaux de rénovation et des frais de personnel dans plusieurs propriétés londoniennes. Deux autres personnes, Doy Agama, son frère, et Olatimbo Ayinde, sont également poursuivis pour des faits de corruption liés à cette même affaire. En Ukraine, Kiev a accéléré son cap européen. Selon une source bruxelloise citée par Euronews, l'Union européenne étudie une intégration progressive afin de permettre à l'Ukraine de rejoindre le bloc dès 2027. Suivons ensemble ce reportage. En Syrie, un mouvement stratégique est en cours. Les forces russes évacuent progressivement leur position dans le nord-est du pays, laissant derrière elles des équipements militaires, notamment sur une base proche de l'aéroport de la zone concernée. Reportage à suivre. Les forces russes ont commencé à se retirer de leur position dans le nord-est de la Syrie. Ces dernières possédaient encore des équipements dans une base située près de l'aéroport de Kamishli. Ahmed Ali, un combattant des forces démocratiques syriennes déployé dans cette base, a déclaré que les forces russes avaient commencé à évacuer leur position autour de l'aéroport. La Russie a maintenu sa présence dans ses bases aériennes et navales sur la côte syrienne. Les forces russes ont commencé à se retirer et à évacuer la base de l'aéroport de Kamishli il y a 5 ou 6 jours, mais elles restent à Kamishli. Elles ont emporté leur équipement par avion et par voie terrestre, mais nous ne savons pas s'il est destiné à la base aérienne d'Ermémine ou à la Russie. Elles sont toujours présentes à Kamishli à l'heure actuelle et évacuent l'aéroport petit à petit. Cette zone est toujours contrôlée par les forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes malgré l'offensive des forces gouvernementales qui leur a fait perdre la majeure partie de leur territoire. La Russie a noué des relations avec le nouveau gouvernement syrien à Damas depuis que l'ancien président Bachar al-Assad a été renversé en décembre 2024, alors que Moscou était un proche allié d'Assad. Aux États-Unis, depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, la police de l'immigration américaine bénéficie d'un renforcement financier sans précédent. Une manne qui profite largement à des entreprises privées étroitement liées au secteur sécuritaire. Reportage à suivre. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, le budget de la lutte contre l'immigration en général a été très largement renforcé. Il y a l'ICE de 9 à 11 milliards de dollars pour cette simple agence anti-immigration, mais aussi d'autres budgets renforcés par la grande loi de Trump, One Big and Beautiful Bill, qui prévoit sur 4 ans plus de 30 milliards de dollars pour le renforcement des procédures d'expulsion, 45 milliards de dollars pour les centres de détention, toujours sur la même mandature. Au total, ce sont plus de 100 milliards de dollars sur 4 ans, près de 28 milliards de dollars par an qui sont ainsi injectés. ICE est surtout devenue la première force fédérale américaine en termes de moyens financiers. Des chiffres impressionnants, des moyens financiers investis donc et qui profitent à un certain nombre d'entreprises qui y trouvent aussi un intérêt. Et c'est là que ça devient intéressant, Damien, parce que cette machine d'expulsion à grande échelle repose effectivement massivement sur le secteur privé de l'identification des migrants, à leur traque, à leur arrestation, leur transport et surtout aussi leur détention avec des prisons privatisées. Depuis janvier dernier, ICE a multiplié les contrats avec des sociétés privées, des contrats souvent conclus sans réelle procédure d'appel d'offres. Parmi les gagnants,
On peut citer Palantir, le géant absolu des big data. Palantir a décroché un contrat à 30 millions de dollars au printemps dernier pour développer la plateforme Immigration OS, un outil qui permet de croiser et de suivre presque en temps réel les données sur les migrants. Un autre de près de 20 millions de dollars en septembre. Autre bénéficiaire, Géo Group, qui est spécialiste des prisons, qui gère les prisons. ICE a d'abord conclu un contrat gigantesque pour un centre de détention à 1000 lits sur la côte est américaine, contrat à plus de 60 millions de dollars par an, un autre à 70 millions de dollars par an pour un autre centre de détention, et puis surtout aussi un contrat de skip tracing. Alors le skip tracing, c'est la recherche de personnes suspectes, là on est sur du logiciel, 121 millions de dollars sur 2 ans. Et puis CoreCivic, autre géant des centres de détention, qui a lui aussi vu ses revenus augmenter de 125 millions de dollars sur les 9 premiers mois de l'année, ça fait 8% sur 8 mois par rapport à l'année dernière, par rapport à 2024, et même 18% sur un an si on prend le seul troisième trimestre par rapport à 2024, et parce que là où il y a eu des contrats assez juteux pour la gestion de prison. Hier, vous évoquiez, et on ne va pas le faire de nouveau aujourd'hui, mais vous évoquiez aussi un groupe français, Capgemini, qui a lui aussi décroché des contrats. On n'y reviendra pas aujourd'hui. En bourse, eh bien, toutes ces entreprises, elles ont bondi, surtout notamment après l'élection au mois de novembre 2024, l'élection de Donald Trump. Et c'est très impressionnant, notamment pour Palantir. Vous voyez, l'action Palantir a été à hauteur de $60 en novembre 2024 et elle est montée à plus de $166. C'est presque 3 fois plus. Et on a vu ces chiffres impressionnants, on parle donc de dizaines, de centaines de millions de dollars, et vous disiez que ces contrats remportés, ils avaient été sans appel d'offres ? Oui, parce que la thématique de l'immigration, elle a été érigée en ce qu'on appelle l'urgence nationale, ce qui permet à l'exécutif de contourner certaines règles de marché public et donc les appels d'offres. Et donc on a vu des contrats confiés à des proches de l'administration. Palantir, c'est l'entreprise fondée par le milliardaire Peter Thiel, qui, entre parenthèses, était à Paris cette semaine. Lundi, il a déjeuné avec Jean-Noël Barrot, il a donné une conférence également. C'est un très proche d'Elon Musk, avec qui il a fondé PayPal en 1998. Figure nationaliste, et c'est aussi un très proche de J.D. Vance. Plusieurs anciens de Palantir sont aujourd'hui membres de l'administration Trump, à commencer par le tsar des frontières, vous l'évoquiez tout à l'heure, Tom Homan, et puis l'un de ses collaborateurs aussi, son bras droit, et puis la procureure générale des États-Unis, Pam Bondi. Tous ceux-là sont passés par Palantir. Certes, Peter Thiel n'a pas contribué financièrement à l'élection de Donald Trump pour ce deuxième mandat. Il avait même justifié qu'il ne donnerait pas d'argent parce qu'il était déçu de ses précédents investissements. Et puis, dernière actualité pour clôturer cette édition, toujours aux États-Unis, la présence d'agents fédéraux à Minneapolis continue de susciter des réactions. Agapite Napoléon Marforican, analyste et consultant politique, décrypte les enjeux et implications de ce déploiement qui ravive le débat sur l'équilibre entre sécurité et autorité locale. Il était au micro de Mauricette Servansoussi et Dano Boyon. La situation aux États-Unis, notamment à Minneapolis, telle que vous l'avez souligné, depuis quelques semaines est délicate. Et, disons, la tension est montée d'un cran avec les assassinats, en tout cas les accidents, les incidents qui ont quand même coûté la vie ou blessé des citoyens américains d'origine noire, on peut le dire ainsi. Et ça, tout ça dans le cadre de la politique de Donald Trump, donc d'évacuer beaucoup de sans-papiers. Donc la police aux frontières est devenue un peu très nerveuse et face à certaines manifestations d'humeur, n'hésite pas à utiliser des armes. Alors, oui, les agents fédéraux à Minneapolis, c'est pour essayer donc d'encadrer, et c'est pour, disons, faire passer le message de Trump et assurer la sécurité de la police aux frontières et aussi permettre, disons, l'exécution des directives de Washington. Mais tout ça semble un peu perturbant dans la mesure où, depuis le départ de Trump, depuis son retour aux affaires, on a l'impression que la tension va grandissant. Il y a une sorte de coupure entre la base et le sommet.
et il y a une sorte de chasse à l'homme qui est quand même suffisamment déplorable. Donc, on parle de Minneapolis, mais c'est significatif de tous les États frontaliers où on essaye donc de traquer l'étranger, notamment ceux des pays, disons, pauvres. Voilà, donc ce qui se passe, qui est déplorable, c'est à mettre dans l'actif de l'administration Trump et de la volonté du président d'imposer une sorte de point de non-retour à ceux qui proviennent des pays dont il pense constituer une sorte d'agent d'insécurité, de raison d'insécurité, de chômage et d'insécurité tout simplement pour le peuple américain. Je pense que c'est une stigmatisation déplorable et qui aujourd'hui crée la tension et conduit à des escalades qu'on peut bien éviter. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis.